Oui, on s'est relocalisé ici parce que je constatais une baisse tendancielle des effectifs, mais j'ai un peu surestimé la baisse des effectifs. Donc c'est possible que je vais voir si la semaine prochaine on ne peut pas revenir dans la grande salle, au moins pour le cours et mettre le séminaire ici. Voilà. C'est toujours un peu difficile d'ajuster. Toujours un peu difficile d'ajuster parce que par ailleurs la grande salle est très demandée par des gens qui drainent un public encore beaucoup plus large. Donc c'est toujours une question de compromis. Oui, donc aujourd'hui en fait le séminaire va prendre la suite du cours. Il va se concentrer sur un dossier particulier dans l'ensemble du dossier NISA. C'est sur ce qui concerne un bâtiment précis, donc celui qu'on voit au nord, ici en haut, qu'on appelle la maison carrée. Et puis, la semaine prochaine, le cours principal continuera sur NISA. Je pense que peut-être là, on terminera. Et puis, pour le séminaire aura trait à un dossier épigraphique, mais directement en rapport avec NISA, puisque c'est le dossier des documents économiques trouvés dans la ville, qui va être présenté donc conjointement par Samra Azarnouch, Michael Schenkar et moi-même. Et puis on verra si ce dossier économique mérite après un deuxième séminaire. À mon avis, ce sera le cas. Bon, on a vu lors des séances précédentes la problématique générale du site, l'historique de la fouille, les grandes questions qui se sont posées. Je pense que maintenant, il est temps d'en venir à une présentation plus analytique. Et de voir en fait bâtiment par bâtiment comment se posent des problèmes, parce que c'est jamais tout à fait de la même manière. Alors, donc voilà le plan général de vieille NISA, de ce qui a été fouillé, à part quelques petits sondages. Alors, ça peut donner l'impression que c'est finalement assez peu fouillé, mais il y avait des grands espaces stériles, enfin pas stériles, vides de construction. Comme c'est d'ailleurs le cas, on verra à Iranum, à Samarcande, dans une grande partie de ces villes d'Asie centrale. Une grande partie de la zone Est, ici, était occupée par des bassins. Bon, une ville d'Asie centrale, ça ne se conçoit pas sans une adduction d'eau artificielle pérenne. Des bassins qui étaient alimentés par des tuyaux ici, qui eux-mêmes étaient pris sur des biefs descendant du piémont montagneux. Il y avait apparemment des espaces vides à d'autres endroits. Donc ce qu'on voit surtout, c'est un groupe compact de bâtiments dans toute la zone centrale, qu'on a appelé de divers noms maintenant. On a dit complexe sud, complexe... Maintenant on dit ensemble central, bon, pour ne pas trop se compromettre. Et puis un autre grand ensemble au nord qui va faire l'objet de l'examen au séminaire tout à l'heure, qui est ce qu'on appelle la maison carrée, qui pose aussi des problèmes très excitants d'interprétation. J'en viens maintenant, tout de suite on va descendre sur l'ensemble central, qui est donc le 21, alors, est-ce que le curseur... Oui, c'est bon, le curseur se déplace, donc ça me permet de voir les choses. Excusez-moi. Voilà, focus sur l'ensemble central. Il se compose de plusieurs bâtiments bien distincts. Alors, je vous indique tout de suite, ça s'est pris dans le dernier article de Pilipko, dont j'ai parlé la dernière fois, qui est vraiment l'article le plus synthétique sur l'architecture de NISA. Les couleurs indiquent des phases, des successions probables de phases architecturales. Alors on voit tout de suite que c'est ce bâtiment-là, l'édifice sud-ouest, qui semble avoir été construit le premier de manière isolée. Et les autres, celui-là peut-être au même moment ou un peu après, et tout ce qui est en gris ici appartient à une seule campagne. C'est très important pour l'interprétation, évidemment, de savoir si des monuments sont successifs ou simultanés. Alors, dans l'ensemble central, le seul bâtiment pour lequel il n'y a jamais eu de problème d'interprétation, c'est celui-là, qui en fait se trouve exactement au milieu du site, et dont on pense qu'il a été construit assez tôt, qu'on appelle donc le bâtiment nord-est. Bon, il n'y a jamais eu on y a retrouvé de grandes jarres à vin.
Voilà. Et puis, il est tout à fait clair que ce bâtiment a eu une fonction de réception, de banquet, de réception. Donc, il n'y a jamais eu de problème quant à son interprétation. Ensuite, on a ce qu'on appelle la Grand Place, et ce qui est en grisé ici, c'est le rempart ouest. Donc vous voyez, il y avait une ruelle qui courait le long du rempart, et ici s'ouvrait la Grande Place par laquelle on accédait au nord. Alors évidemment, c'est cette Grande Place qui est en réalité le vrai cœur de la ville. De même qu'à Aïranoum, on verra plus tard, d'une certaine façon, le vrai cœur de la ville, c'est pas ce qui est construit, c'est ce qui n'est pas construit, c'est-à-dire l'immense cour du palais. Donc 3 bâtiments l'abordent, celui-ci qu'on appelle la salle carrée, celui-ci qu'on appelle le bâtiment tour. Alors, on a longtemps dit temple tour, et puis maintenant on est un petit peu plus prudent, ça s'appelle le bâtiment tour. Celui-ci qu'on appelle l'édifice rouge, qui était donc ici en premier, et au sud, un bâtiment, à vrai dire, vraiment bien mystérieux, et vraiment impressionnant, on va voir ça, qu'on appelle aujourd'hui la salle ronde, qu'on a toujours appelée la salle ronde. Alors, Nisa se serait bien prêté à un exercice qui se pratique beaucoup aujourd'hui dans les publications archéologiques, qui est la restitution en 3D. Alors éventuellement la restitution animée en 3D. Alors on a fait ça pour Aïranoum, on verra ça quand on va aborder l'histoire de ce site. Bon, pour Nisa, ça n'a pas été fait, alors que vraiment, ça s'y prêtait bien. On a simplement donc des tentatives de restitution globale pour... Alors voilà, ici la salle carrée, en fait, ce sont 2 tentatives successives de coupe intérieure et une tentative de vision de la façade nord, animée avec des baies encadrées par des redans qui forment des arcs. Un type d'animation des façades qu'on retrouve en Asie centrale un peu à toutes les périodes. On sait maintenant qu'on a ça à Gonour à l'âge du bronze, dont a parlé Henri-Paul Francfort la dernière fois, et on a ça jusqu'à la période islamique. L'urbanisme, le type d'urbanisme qui s'exprime à Nisa, bien que ce soit donc une ville antique, n'est pas ce qu'on a l'habitude d'associer à l'urbanisme hellénistique, qui est l'urbanisme dit hippodamien, c'est-à-dire un urbanisme en îlot, rectangulaire ou carré, avec un réseau orthogonal de rues, dans ce qu'on a à Alexandrie, à Apamée, dans toutes les grandes fondations hellénistiques, mais qu'on n'a pas à Aïranoum. En fait, ce type d'urbanisme orthogonal n'est pas présent, on ne le voit pas en Asie centrale, ou on le voit simplement partiellement à l'époque antique. Il apparaît, mais à l'époque base antique. À partir de là, on a effectivement, dans les nouvelles fondations urbaines, depuis le 5e siècle, un système d'îlotage qu'on ne voit pas aller. Alors ça pose évidemment, ça pose un grand problème en ce qui concerne ça soulève toute la question des limites de la contribution de l'urbanisme grec à ces villes. Le type d'urbanisme qu'on a ici, on l'a qualifié d'urbanisme agglutinant. En fait, vous voyez, les bâtiments se collent les uns les autres en ménageant des circulations assez étroites, mais en même temps des espaces vides, comme on a la grande cour et les bassins à l'est. D'une certaine façon, en moins marqué, c'est aussi la situation, j'anticipe là, c'est aussi la situation qu'on a à Aïranoum, voilà, où sauf que à Aïranoum, la ville est structurée en fait par une grande rue nord-sud, mais sinon on ne voit pas cet urbanisme par îlot. On verra, ce sont des systèmes de grands corridors, de filtrage,
tout ça étant centré sur le palais au sud. Ici, on avait, semble-t-il, effectivement un système de croisillons. C'est le quartier d'habitation, donc une seule maison a été fouillée, mais il est très limité dans l'emprise générale de la ville. Alors, on voit aussi que, d'une manière générale, il faut garder à l'esprit que ce qu'on voit là, c'est l'état final, tel qu'il se présente, disons, selon les théories, à la fin du IIe siècle avant notre ère ou au 1er siècle avant. Ça s'est fait progressivement, ça s'est rempli progressivement. Au début, il semble qu'on ait ce bâtiment qui est isolé, et puis, disons, une pensée générale a surgi, et on a décidé à un certain moment de structurer une grande place en en remplissant deux côtés. Ce côté-là étant de toute façon pris par le rempart, et celui-là étant laissé libre, car étant l'accès. Donc une évolution progressive à la fois vers la structuration autour de la grande place, et également vers le colossal, vers des proportions de plus en plus colossales pour les bâtiments autour. Enfin, par rapport à celui-là qu'on va voir dans un instant, les autres manifestent des proportions plus grandioses. Un mot sur le matériau de construction. Le matériau de construction généralisé, c'est la terre crue, sous ces deux formes sous lesquelles on la connaît en Asie centrale, c'est-à-dire la brique crue, séchée au soleil, et ce qu'on appelle en français le pisé, mais le terme local c'est parsa. C'est ce qu'en anglais aujourd'hui on appelle rammed earth, plus ou moins. Ce sont des grands blocs de terre parallélépipédiques qu'en fait on monte pas les grands blocs. C'est pas on monte des couches de glaise sur le mur, et au fur et à mesure que ça sèche, on découpe ça en blocs. Ce sont les deux grandes techniques. Par ailleurs, un usage assez abondant de la brique cuite, qu'on retrouvera aussi à Aït-Khanoum. Quant à la pierre, un usage très limité, pas du tout pour les murs. Il n'y a aucun bâtiment n'a un mur en pierre, même pas pour les colonnes, ce qu'on avait quand même à Aït-Khanoum. On a uniquement la pierre pour des éléments vraiment de décor architectural, les bases de colonnes, et seulement dans une première phase, parce qu'après ça devient systématiquement en briques cuites, des pilastres contre les murs. Voilà, c'est encore plus limité qu'à Aït-Khanoum. On a parfois dit, la pierre, les carrières de pierre sont peu accessibles en Asie centrale, il faut aller loin, il faut aller dans la montagne, on travaille avec ce qu'on a sous la main, etc. Madame Pougatchenkova avait fort justement, qui était donc architecte de profession, s'était renseignée sur les ressources en matériaux de construction dans la zone de Nizza, et elle s'était aperçue qu'à 10 km du site, on a dans la montagne d'excellentes carrières de calcaire, d'un calcaire de bonne qualité. Donc là, c'est absolument sans équivoque, c'est un choix culturel, c'est pas un choix technique. Enfin, oui, c'est un choix technique si on veut, mais la contrainte n'était pas environnementale, c'est un choix. Bien. Alors, il y a toute une discussion. La question revient toujours de manière récurrente dans les publications sur l'Asie centrale. Pourquoi la brique ? Pourquoi la pierre ? Alors on dit, il y a le critère antisismique. Il y a de gros tremblements de terre. Mais alors, ce critère antisismique, on lui fait dire un peu tout ce qu'on veut. Dans certains cas, on lit, il y a des très très gros murs, très épais, très massifs en terre. On a ça à Nizza. On voit ça à des périodes ultérieures. On construit très très massivement pour que ce soit solide, que ça résiste au tremblement de terre.
Et puis alors, dans d'autres cas, on lit, mais pas du tout. En fait, ce qui est antisismique, c'est les murs minces, avec des petits déchaînages de bois. Parce que, en cas de tremblement de terre, c'est plus élastique, ça fait moins de dégâts quand ça s'écroule, et puis surtout, ça se reconstruit plus facilement. Donc vous voyez, l'argument se retourne littéralement comme une chaussette. On peut absolument dire les deux. Bien. Ça ne veut pas dire que les préoccupations antisismiques n'étaient pas présentes, mais on n'a pas actuellement trouvé la réponse miracle s'appliquant à tous les cas. Il est évident avec un simple regard sur ce plan, que y a des questions fondamentales qui se posent. Tout simplement, est-ce qu'il s'agit bien d'une ville? On doit carrément se poser la question dès le début. Où habitait-on? C'est pas moi. On ne décèle pas ce qu'on pourrait appeler de quartier résidentiel. Bien. Autre question. On a déjà vu dans les séances précédentes que le problème du rapport entre les vivants et le culte des morts est omniprésent dans les raisonnements sur l'interprétation du site. Mais ces morts, où étaient-ils? Sous quelle forme? Où étaient leurs tombeaux? Y avait-il des tombeaux? Est-ce que c'était uniquement mémoriel? Bon, c'est des questions qu'on a posées et qu'on va être amené à poser. Alors, maintenant, on va faire une petite promenade guidée d'édifice en édifice, donc descendre à un niveau plus terre à terre. J'ai donc mentionné qu'autour de la Grande Place, le premier édifice bâti on le sait maintenant, a été l'édifice rouge, qui pendant longtemps n'était pas fouillé, et en fait il a été fouillé par la mission italienne au cours des 20 dernières années. Cet édifice rouge est surtout blanc. Le terme d'édifice rouge, vous allez voir tout de suite pourquoi il a été adopté, mais en réalité, ce n'est pas la couleur dominante. Alors, on voit tout de suite que c'est un bâtiment qui, au départ, était isolé, parce qu'il y a des fenêtres qui ouvraient partout. Il a des entrées, en fait, de tous les côtés. Son orientation principale étant quand même ouverte au nord. Alors, très clairement, cet édifice a été retrouvé absolument complètement vide, presque complètement vide de tout. Mais c'était clairement un édifice de parade. Voilà le portique d'entrée, et vous pouvez voir, surtout sur cette photo, vous pouvez voir que sur deux niveaux, la première marche quand on entre sous le portique, enfin la marche, le dénivelé du portique et le fond du portique, c'est tapissé de dalles de... Alors là c'est de la pierre, de dalles de pierre, qu'on appelle du point de vue technique en archéologie des orthostates, c'est-à-dire que c'est dressé verticalement, et qui ont un très élégant décor, alors là vraiment à la grecque, avec des cannelures, des oves, et là c'est pas alternativement en rouge et ocre. Il y avait aussi à l'intérieur, dans certaines pièces, des décors également complètement à la grecque, avec des vagues enroulées, etc. En revanche, la salle centrale semble présenter un parti d'austérité, puisque elle est peinte en blanc, sans décor. Voilà. Le décor est là, on voit très bien que on en mettait plein la vue pour les visiteurs qui arrivaient, qui entraient, et puis les choses devenaient plus sérieuses à l'intérieur. Alors, que dire? C'est quand même bien difficile d'imaginer une fonction résidentielle permanente, même s'il y a des pièces annexes.
bon, c'est évidemment un édifice qui était construit pour quelque chose de public qui avait lieu au milieu. Il est clair que on était amené en présence de quelque chose ou de quelqu'un qu'on respectait. Pourquoi est-ce qu'on peut dire ça? Bon, pas tellement à cause des 4 colonnes, après tout, ça peut servir tout simplement à porter le toit, et on a ça parfois dans des édifices résidentiels, mais vous voyez, l'entrée depuis l'extérieur est en chicane. On n'est pas dans l'axe. Donc, il y a une salle d'attente, voilà. On n'est pas amené directement, on n'entre pas comme dans un moulin. Bon. Ce qui semble être plutôt le cas ici. Là, on n'entre pas comme dans un moulin. Là, tout de suite, on débouche sur la bifurcation habituelle à Nisa. Est-ce un dieu, est-ce un roi qu'on vient voir? En fait, on a des arguments pour l'un comme pour l'autre, puisque dans le culte du feu, aujourd'hui encore, dans le culte zoroastrien du feu, on n'est pas supposé voir le feu quand on entre dans la pièce où il brûle. Il y a une entrée en chicane. On n'a pas un accès direct. Bon, tout est fait pour préserver au mieux la pureté rituelle. Mais par ailleurs, ça peut aussi s'expliquer dans le cas d'une audience royale avec tout simplement les chambellans ici qui filtrent ou qui font attendre. Bien. Qu'est-ce qu'on a comme... Après tout, ça pourrait peut-être bien être un temple. Il y a quand même des objections que je reprendrai après parce qu'elles s'appliquent en fait à l'ensemble des bâtiments. Si c'est un temple iranien, voilà, on va dire un temple iranien, on ne va pas dire forcément un temple du feu zoroastrien, un temple voué à accueillir une divinité iranienne, il n'est pas normal que l'orientation soit au nord. C'est la direction des démons. Les démons sont au nord et à l'ouest. Quand on a des vrais temples iraniens bien garantis, ils n'ouvrent pas au nord. Non. Deuxième objection, c'est ouvert de tous les côtés. Ça, c'est pas normal non plus. Dans un temple iranien, c'est un système de filtrage, il y a une entrée principale. Enfin, il y a même une seule entrée. On n'a trouvé à l'intérieur aucune trace qu'on pourrait attribuer à un autel de quelque sorte qu'il soit, du feu ou pas du feu. Et contrairement à tous les autres bâtiments de la zone, enfin au moins la salle ronde, le bâtiment tour et la salle carrée, on n'a pas non plus trouvé de statue. Ça laisse pas grand-chose pour un temple. Bien. Alors les Italiens qui ont fouillé et publié ce bâtiment ne se sont pas prononcés quant à la fonction. Pour Pilipko, donc dans son article de synthèse, lui, il conclut que c'est la salle du trône de la première phase de construction. Moi, j'ai tendance à être d'accord avec lui. Et ensuite, il pense que cette salle a été pieusement préservée, pas utilisée ou très peu utilisée, parce que, je le cite, elle était connectée à quelques légendes ou traditions peut-être liées à l'un des premiers maîtres de la forteresse. Bon, on peut toujours dire ça. Voilà. Pourquoi pas? Bon, mais voilà, on ne peut pas aller plus loin. C'est à mon avis la première salle du trône. C'est assez central dans la ville. Et elle se dressait au départ comme un bâtiment indépendant. Alors, tous les autres bâtiments, enfin, sauf peut-être ce bâtiment visiblement de réception au nord-est, tous les autres bâtiments ont été construits ensuite, pas forcément longtemps après, mais c'est très important, dans une même campagne. Enfin, une campagne qui a pu durer longtemps, mais c'est un même programme. La salle carrée, le bâtiment tour et la salle ronde. On le sait depuis peu de temps qu'ils ont été construits ensemble, parce que d'une part, on a étudié ce sur quoi ils posaient, et ils posent sur une grande terrasse de nivellement du sommet de la colline qui s'étend partout. Donc on a fait cet énorme travail de préparation pour les construire. Et deuxièmement, alors c'est ce qu'on appelle, d'un terme très cher à Paul Bernard, mais qui a bien raison d'y faire appel, les études de liaison.
Paul Bernard à Aïr-Hanoum faisait ce que pendant longtemps les archéologues soviétiques ne faisaient pas systématiquement. Il faisait toujours gratter, nettoyer au point de rencontre entre les murs et les bâtiments pour savoir s'ils avaient été construits ensemble ou pas. Pour une raison très simple, la brique crue, c'est la brique crue se superpose dans une construction en brique, dans une même phase de construction en brique crue, on va au maximum éviter que les maçonneries se touchent sans s'emboîter les unes dans les autres. Parce que ça crée une énorme fragilité, évidemment en cas de tremblement de terre, mais même vis-à-vis des infiltrations d'eau. Donc, systématiquement, on va ancrer les murs et on va ancrer les bâtiments les uns dans les autres. Et quand quelque chose a été construit ensemble, c'est très rare qu'on n'observe pas ça. Bon, c'est un système qu'on voit très bien en se promenant dans les rues de Paris et dans l'urbanisme haussmannien. Quand on voit parfois qu'un bâtiment s'arrête, qu'il était visiblement prévu de construire quelque chose à côté qui ne s'est pas construit, mais on voit dans le bâtiment construit ce qu'on appelle des harpes, c'est-à-dire des pierres qui, une assise sur deux, sortent. C'est tout simplement pour que si un jour on construit quelque chose à côté, ça s'appuie plus solidement. Dans les maçonneries de briques crues d'Asie centrale, c'est un excellent test de chronologie relative. Et Paul Bernard s'était longtemps plaint, quand nous étions ensemble à Aïr-Hanoum, je me rappelle encore Paul Bernard disant « Je me bats depuis des années avec NISA parce qu'ils n'ont pas fait d'études de liaison et il est impossible de savoir ce qui vient après quoi. » Et le conseil a été suivi longtemps après, puisque maintenant, dans les fouilles récentes, ils ont fait ça. Et maintenant, on sait donc que tout ça, ça allait ensemble. Alors, la salle ronde. Ah, la salle ronde. Oui, évidemment, c'est la plus mystérieuse. C'est sur quoi, tout de suite, pour vous donner une idée, oui, j'ai dû avoir la restitution, oui. Alors, 32, oui, voilà. Montrer les données du problème. On est tout de suite dans quelque chose qui n'est pas banal. Bien. Elle a fait couler beaucoup d'encre depuis. Elle a donc été dégagée en partie par Marushenko, mais surtout par la fouille donc, de Masson et Pougatchenkova après la guerre. Heureusement, pas complètement jusqu'au sol, ce qui a permis de sauver les statues de terre crue. La voici. Alors, elle s'appuie au sud sur l'édifice rouge dont on vient de parler et qui lui est antérieur. Elle est liée au nord-est à tout le reste qui s'est construit. Elle avait au départ 3 portes, 3 entrées, ce qui est tout à fait ce qui demande vraiment explication, qui peu à peu ont été condamnées et en fait il est resté uniquement celle-là. Mais au départ, je n'ai pas été voir énormément dans le détail la question de chaque porte, mais toutes les publications s'accordent à dire qu'il y avait 3 entrées. Bon. Elle est au départ comme ça, simplement, sans corridor. Et elle a ensuite reçu une enveloppe avec un corridor extérieur. Cette salle ronde, à la base, est large de 17 mètres. Donc c'est vraiment des proportions très monumentales. Alors, évidemment, toute interprétation concernant la salle ronde doit maintenant intégrer le fait que c'est la seule salle dont un fragment de statue est fourni un portrait identifiable. C'est très probablement, et même pour moi certainement, Mithridate Ier, qui en même temps est connu par les inscriptions économiques comme le fondateur de la vieille Nisa.
Mithridate Ier, donc probablement aux dernières nouvelles, ses dates de règne, on disait 171, enfin maintenant c'est 165, 132. Le premier souverain parthe à avoir atteint le niveau impérial, puisque c'est lui qui a chassé les Grecs d'Iran et de Mésopotamie. Alors, il n'y a pas que la statue en terre crue de Mithridate, il n'était pas seul, il y en a d'autres qui, avec des femmes, bon, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a au moins un deuxième vieillard. Dont il ne reste pas grand-chose. Alors ça, je crois que c'est au moment des vieilles fouilles, c'est une vieille aquarelle, et puis ils l'ont récupérée après, voilà, on voit la barbe, on voit donc, disons, voilà, il y a Mithridate qui a sa grande barbe, mais il y a d'autres personnages qui devaient être très vénérables aussi. Alors, absolument tout fait problème à la salle ronde. Le premier problème, bon, disons, les deux principaux problèmes, c'est la restitution architecturale et ce qu'on peut dire sur la fonction. Alors, voilà la restitution, je dirais, officielle et classique, celle de Madame Pougatchenkova. Alors, voilà la salle ronde telle qu'elle se présente aujourd'hui. Et Madame Pougatchenkova l'a représentée comme, donc, vu de l'intérieur, un cylindre rond à murs verticaux qui émergeait, qui était pris autour dans une maçonnerie carrée. Ça, c'est pas remis en cause. Et au sommet, un niveau de galerie avec des niches comportant donc en hauteur les statues dont on savait déjà qu'elles avaient existé, qui étaient tombées au sol, des pilastres, ça aussi, il semble que... Enfin, non, on n'en a pas vraiment là, cela, on n'en a pas vraiment la preuve. Et en haut, un plafond à caisson. Alors, vous allez me dire, c'est une coupole. Non, alors dans l'esprit de Madame Pougatchenkova, ce n'est pas une coupole, c'est une fausse coupole. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'elle restitue, c'est une charpente conique surbaissée qui, à l'intérieur, qui donc ne s'arrondit pas, et qui, à l'intérieur, est habillée en fausse coupole à caisson. Alors, d'où ça sort ? Ça sort du Panthéon de Rome, évidemment, construit par Hadrien. Bon. Bon, dans ces restitutions, mais ce n'est pas seulement le cas des fouilles soviétiques, il y a toujours eu l'influence de monuments connus. Je cite souvent en exemple, je le montrerai probablement à l'occasion, la restitution, c'est à nouveau par Madame Pougatchenkova, mais beaucoup plus tard, de ce qu'elle considérait comme un petit temple du feu qui était construit devant les remparts d'une ville. Quand on voit la restitution, on voit le mausolée de Lénine devant les murs du Kremlin. C'est exactement d'où ça sort. Bien. Alors, voilà le modèle. Voilà le modèle qu'elle a pratiquement reproduit dans sa reconstitution. Le choix n'est pas idiot, car c'est un bâtiment dynastique macédonien. Donc on est dans l'ambiance post-Alexandre. C'est l'Arsinéion de Samothrace. Le grand temple construit donc à Samothrace, donc pas loin en fait des côtes de Macédoine, par Arsinoé, la reine Arsinoé, épouse de alors celle-là, ça doit être l'épouse de Ptolémée II, sœur épouse de Ptolémée II. Vous voyez ? Alors le bâtiment rond, émergeant d'un cylindre carré, en haut la charpente octogonale, habillée à l'intérieur en fausse coupole, à caisson. C'est exactement de là d'où ça sort. Alors, autre modèle possible, toujours dans un contexte macédonien, c'est le palais de Philippe de Macédoine à Vergina, avec, on reviendra sur ce palais parce qu'il a fourni, il a alimenté la fureur interprétative des fouilleurs de Nisa lui aussi, mais il comporte une pièce
plus petite, mais quand même assez grande. Elle doit bien faire peut-être 10 mètres de... Ouais, elle fait bien 10 mètres de diamètre, qu'on appelle la Tolos, qui est ronde et qui a beaucoup excité l'imagination des archéologues. Ces restitutions viennent de là. Bien. Alors, les Italiens, la contribution des Italiens ne s'est pas donc arrêtée à découvrir la statue de Mithridate. Ils ont complètement remis en cause la restitution architecturale. Pour eux, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une coupole parabolique maçonnée qui part du sol. C'est-à-dire que les parois, au départ, ne sont pas verticales. Ça commence déjà à s'incliner. Et il restitue en fait, bon, il y a deux restitutions possibles, alternatives. Une avec des baies qui ouvrent en haut, et une en fait où toute la partie coupole est aveugle, et il y a uniquement des corridors qui feraient le tour. Bien, c'est une variante. Les couleurs sont authentiques. On sait que c'était blanc jusqu'au premier niveau. Donc c'est 17 mètres de haut tout ça. C'était blanc jusqu'au premier niveau et rouge plus haut. Rouge, on serait attendu à bleu, évidemment, mais on n'a pas, semble-t-il, trouvé de fragments, de morceaux tombés qui étaient bleus. Alors, la coupole part du sol. Alors, il faut que je retrouve l'argumentaire, excusez-moi. Oui. Non, alors c'est pas là. Ils sont partis d'observations, semble-t-il, vraiment très très précises, qui les ont convaincus que le mur, en fait, contrairement à ce qu'on avait dit, commençait à s'incliner juste au-dessus du sol. Alors, si c'est bien comme ça, les statues qu'on a retrouvées au sol pouvaient quand même assez difficilement être en l'air, puisque les murs n'étaient pas droits. Donc, il suppose que ces statues, qui étaient quand même assez colossales, disons, plus que la grandeur nature, 2 mètres de haut, étaient soit debout en bas, soit posées sur des socles qu'on n'a pas retrouvés. Alors, tout ça est... cette restitution a été complètement rejetée par Pilipko dans un article que les Italiens ont fait paraître dans leur propre revue, ce qui est tout de même, je l'ai dit, un bon signe d'ouverture à la discussion. J'essaie de retrouver, je l'ai peut-être c'est ça, sauté dans le... J'ai peut-être pas mis dans le PowerPoint. Ouais, non, j'ai pas mis le relevé, la coupe. Pilipko a complètement contesté cette restitution et ne croit absolument pas qu'il y ait eu une coupole. Pour quelle raison ? Il dit d'abord la courbure relevée pour les murs en bas n'est pas d'origine, c'est dû tout simplement à un affaissement naturel des maçonneries. Ça, je dois dire, c'est quelque chose que tout archéologue travaillant sur la brique crue observe. C'est assez rare, quand les murs sont conservés assez haut, c'est assez rare qu'ils restent droits. Et on a assez souvent un petit dévers. Donc, bon, ça paraît pas une objection à rejeter facilement. Autre contre-argument, il n'y a pas assez de briques tombées au sol. S'il y avait une coupole, on aurait ramassé une énorme quantité de briques écrasées. Il n'y en a pas eu une telle quantité que ça. C'était aussi l'argument de Mme Pougatchenkova qui avait aussi pensé à la coupole. Alors on peut aussi dire qu'elles ont été enlevées après, évidemment. Alors, dernier argument, c'est que si c'était une coupole, ce serait une sensation absolue, puisque rien ne pouvait laisser penser qu'au IIe siècle avant Jésus-Christ, date présumée de construction du bâtiment, on savait déjà couvrir des volumes de 16 mètres de largeur en coupole.
Alors c'est pareil, c'est des arguments qui vont et qui viennent. Il y a quand même, on a quand même découvert après coup, du côté de Bactre, c'était les fouilles de la mission soviétique dans les années 70, un bâtiment, enfin ce qu'on appelle un sardoba, c'est-à-dire un grand puits à neige, ou plutôt, oui, enfin, donc un bâtiment semi-enterré, qui daterait du IIe siècle après Jésus-Christ, et dont on est certain qu'il était entièrement couvert en coupole de briques et qui était de cette taille-là. Donc, il faut se méfier avant de dire qu'ils n'avaient pas les moyens techniques de construire des coupoles. Alors, bon, évidemment, il y a un contre-argument. On n'a pas de coupole à Iranum. Tout est en toit plat. Il y a des voûtes maçonnées en briques dans des corridors, hein, mais on n'a pas de bâtiment en coupole. Alors en même temps, on peut dire ils n'avaient pas besoin de construire en coupole à Iranum, ils avaient très facilement accès à des bois par flottage sur la rivière, des bois qui descendaient de la montagne, qui faisaient parfois 15 mètres de long. Ils n'avaient pas besoin. La coupole, on a dit souvent, c'est un argument qui mérite parfois qui mérite qu'on s'y arrête. C'est la réponse à la pénurie du bois. L'Iran central construit en coupole parce qu'il est déforesté. Dans les périodes plus anciennes, on construisait avec des toits plats en terrasse. C'est parce que quand on a commencé à ne plus avoir assez de bois qu'on a utilisé la coupole. Bon, ici, cet argument ne joue pas. Les souverains parthes à Nisa auraient été parfaitement capables de faire venir des grandes poutres. Et d'ailleurs, on va voir avec la salle carrée qu'ils le faisaient. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser? Bon, la réfutation de Pilipko n'a jamais fait l'objet d'une discussion. Donc c'est l'une des choses que j'attends de l'invitation d'Invernizzi, le chef de la mission italienne, qui va venir le 27 février, c'est qu'on discute sérieusement de cette question. Bon, j'ai repris l'argumentaire de la mission italienne. Ça a l'air, l'étude est faite par un ingénieur et un architecte. C'est très sophistiqué. Ils ont fait des études de compression des briques, qui permettent de déterminer les poussées que les briques de certaines assises avaient subies et de dire qu'au-dessus, il y avait tant d'assises construites en maçonnerie. Il y a un autre argument qui, moi, me paraît assez troublant quand même, c'est les empreintes de bois au sol. Bon, on n'a pas retrouvé les bois, mais on en a retrouvé les empreintes qui montrent ce qu'il y avait en l'air. Et ça n'évoque pas vraiment, ou même pas du tout, ce que donnerait une construction en pyramide tombée par terre. Ça évoque beaucoup plus des bois d'échafaudage qui auraient servi à monter une coupole. Parce que vous voyez, c'est pas régulier, mais ça forme des cercles concentriques. Ou alors une coupole en bois. Mais une couverture en charpente radiale tombée au sol ne donnerait pas ça. Ça rappelle beaucoup plus l'étayage de la construction d'une coupole. Donc, le débat est ouvert en ce qui concerne la restitution. Bon, il y a une chose qui est sûre, c'était quand on était à l'intérieur, on devait avoir le souffle coupé. Parce qu'il faut quand même imaginer qu'on entrait là-dedans, quelle que soit la façon dont ça a été couvert, ça montait à 15-16 mètres de haut. Il y avait ce volume rond qui n'était pas habituel, qui ne se trouve nulle part ailleurs dans la ville. On n'a pas fait ça par hasard. Bien. Alors on a fait ça pourquoi
Alors, coupole, édifice rond, ce qui va venir à l'esprit de l'archéologue de l'Iran, c'est le temple du feu. Parce que le temple du feu, tel qu'on le connaît à partir de l'époque sassanide, et plus tard, se définit avant tout comme un, disons dans la majorité des cas, comme un édifice à coupole portant sur 4 colonnes. On est forcément amené à se poser la question. Alors curieusement, Madame Pougatchenkova n'a pas sauté le pas. Vous voyez, dans sa restitution, on sent comme une timidité. Elle a mis un feu au milieu, mais un petit brasero bien discret. Elle aurait pu mettre un bel hôtel du feu, comme on voit sur les monnaies sassanides, bien classique. Elle a mis un petit brasero, et puis les prêtres, alors, elle leur donne, ils sont en blanc, ils ont la tête couverte, donc, elle a évoqué, une atmosphère de religiosité orientale, au sens un peu folklorique du terme, mais elle n'est pas allée plus loin. Si elle aurait très bien pu, si elle avait sauté le pas, mettre un bel hôtel du feu sassanide et des prêtres avec l'habit canonique, le couvre-bouche, comme les prêtres parsis aujourd'hui. Elle ne l'a pas fait. Bien. Une autre hypothèse qui a été émise, toujours dans la perspective d'une interprétation religieuse, elle a été émise dans les années 70 par Gennady Kochelenko, ce serait un mausolée. Bien. Des mausolées ronds, il y en avait. Ce serait le mausolée du fondateur, c'est-à-dire le mausolée de Mithridate. En plus, maintenant, on a le portrait de Mithridate dedans. Pour Kochelenko, ce serait la confluence d'une tradition architecturale de type grec, telle que celle qui avait inspiré Madame Pougatchenkova pour sa restitution, et de traditions architecturales propres aux ancêtres nomades des Parthes. Alors, on sait effectivement que sur le bas Sirdaria, il y a toute une série de bâtiments funéraires qui combinent le carré et le rond. Des mausolées, enfin le principal, le plus connu, s'appelle Tagisken. Vous voyez, il y a une croix au milieu et c'est rond. Là, on est sûr que c'est des mausolées. Ensuite, on en voit d'autres où il y a 4 chambres carrées au milieu de ronds, etc. Ça, c'est Koikrib Kala, le plus connu, qui est en fait du 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ, en plein Khorezm. Mais on doute aujourd'hui, il a été publié comme un mausolée royal, on doute aujourd'hui qu'il s'agisse d'un mausolée. Certains proposent maintenant d'y reconnaître un palais-forteresse. Alors, on voit bien, le raisonnement a son attrait. Les Parthes arrivaient donc des déserts, des steppes et des déserts du côté de la mer d'Aral et de la mer Caspienne, n'arrivaient pas quand même totalement dépourvus de traditions culturelles propres. Et si leurs ancêtres avaient construit des mausolées de ce type, il serait assez logique qu'à Nisa, le mausolée du fondateur de la ville ait eu cette forme. C'est pas sans difficulté parce qu'en fait, cette série de mausolées, comme vous le voyez, est très hétérogène, qu'aucun en fait ne ressemble vraiment à la salle carrée de Nisa. Il n'y en a pas un qui soit rond inscrit dans un volume carré. Ils sont carrés inscrits dans les volumes ronds. Et ils sont hétérogènes et appartiennent à des époques très diverses. Tagisken, en fait, est de l'âge du bronze. Ceux-là, Babishmoula, sont d'époque plutôt, effectivement, 3e siècle avant Jésus-Christ. L'argument est un peu difficile à manier. Paul Bernard, lui, a, donc, comme je vous l'ai dit, la fois précédente, qui a suivi, lui, une ligne d'interprétation, disons, généralement très laïque dans le commentaire sur les monuments de Nisa, ne croit pas du tout à l'hypothèse du mausolée pour plusieurs raisons.
un mausolée qui a une triple entrée, ça paraît assez invraisemblable. Dans tous les cas, c'est comme les temples, ce sont des bâtiments dont on cherche plutôt à limiter l'accès qu'à la faciliter. Bien. Et d'autre part, les modèles grecs qui ont été invoqués ne sont généralement pas funéraires. Bon. Alors, donc, ce qu'a proposé Paul Bernard, c'est une salle du trône. Alors, une de plus. Bon, on en a déjà une avant avec le bâtiment rond. On en aurait une deuxième avec ça, et on en a peut-être encore deux autres, une ou deux autres. Mais après tout, je serais amené à y revenir. Le fait que plusieurs salles d'audience aient coexisté n'est pas forcément un défi à la logique. Alors, en plus, donc, l'édifice rond du palais de Vergina est maintenant interprété comme une salle du trône. Pour Pugachenkova, donc vous l'avez vu, elle est arrivée tout près du précipice du Temple du Feu sans s'y tomber, et donc elle interprète comme un sanctuaire, un bâtiment cultuel, un temple, mais sans davantage préciser. Toutefois, elle a parfois pensé et écrit, mais enfin, elle a souvent changé d'avis, que les grandes statues de terre crue qu'elle est restituée en hauteur, c'étaient les 12 dieux de l'Olympe. Bien. Que les Parthes auraient assimilés à leur propre dieu. Alors, Pilipko et Invernizzi sont d'accord pour y voir l'Héroon royal. Donc, un temple destiné à un personnage mort admis au rang des dieux. Alors, le fait de parler d'Héroon et pas de mausolée est habile, parce que si on parle d'un mausolée, il faut trouver un corps. Bien. Si on parle d'Héroon, on n'est plus obligé de trouver un corps. Le corps peut être ailleurs. Les offices religieux peuvent être célébrés dans un bâtiment indépendant de celui où on a déposé le corps. Donc, voilà, c'est astucieux. Mary Boyce maintenant, donc, je vous avais donc la dernière fois montré fait un tableau avec, disons, les divers tiroirs interprétatifs, comme a dit Henri-Paul Francfort très justement, qui se présentaient aux yeux des exégètes. Mary Boyce, qui représente donc ce que j'ai appelé la version zoroastrienne intégriste, voilà une salle du trône sur laquelle, écrit-elle, les âmes des ancêtres royaux jettent un regard bienveillant. Bien. D'un point de vue zoroastrien, ces âmes ont un statut. C'est pas vraiment des dieux au sens plein. On les appelle les Fravashis. Disons, c'est une des composantes immortelles de l'âme humaine. L'âme humaine a deux composantes immortelles, dont l'une est la Fravashi, qui qui a une fonction d'ange gardien protecteur de la descendance du défunt. Et donc, on verra la prochaine fois, qu'en étudiant les documents de Nisa, que la notion de Fravashi est présente dans l'onomastique de ces documents. Donc, c'était présent à Nisa. Donc, ce serait l'endroit où les Fravashis des ancêtres royaux auraient contemplé les affaires mondaines de leurs descendants. Alors, et après tout, on peut imaginer qu'au moment de la fête des morts, on célébrait effectivement la fête des morts à cet endroit. Elle dit de la même façon que dans les maisons parsis, au moment de la fête des morts, on met les photos de tous les ancêtres dont on a dans la salle à manger. Bon, imaginable. Je cite ce qu'elle écrit là-dessus. Les Fravashis étaient considérés comme concernés par les affaires de leurs descendants. De sorte que si les images de Nisa figuraient les membres défunts de la cour et de la famille royale, il n'y aurait eu aucune inconvenance à les mettre à regarder un banquet convivial ou une réception officielle. Interprétation satisfaisante du point de vue de quelqu'un qui se met dans la peau d'un zoroastrien, ce que fait Mary Boyce tout le temps. Bien. Alors, évidemment, si la restitution sur qu'est-ce qu'on peut considérer comme à peu près assuré ?
même la restitution en coupole, on l'a vu, ne l'est pas. Elle le sera peut-être davantage quand on aura discuté avec Invernizzi. Si vraiment c'est une couverture en coupole, il n'y a pas qu'au Temple du Feu qu'on peut penser. Bien, certains avaient des coupoles gigantesques, mais c'était uniquement des temples du feu royaux, comme celui qui a été dégagé par les archéologues à Tart et Soleiman en Iran. Mais il y avait aussi les salles du trône. Bon, la coupole, clairement, il ne faut pas beaucoup se gratter la tête pour se dire que la coupole, c'est le symbole de la voûte céleste. À partir de là, mettre une coupole sur un feu sacré, ça peut aller, mais la mettre au-dessus du roi, ça va très bien aussi. Bien. Alors, on est tenté, et c'est d'ailleurs ce que les fouilleurs italiens ont écrit dans leurs publications, de mettre en rapport avec les grandes salles du trône sassanide qui sont connues. Donc, on a le palais de Firuzabad, où ça montait quand même à... oui, non, ça montait peut-être pas jusqu'à 16 mètres. Je crois que c'est considéré comme ayant été en coupole et pas donc un iwan ouvert par moitié. On a évidemment, mais là c'est pas une coupole complète, on a le grand arc demi-circulaire du palais de Ctésiphon qui montait à 23 mètres. Donc c'est le record battu par rapport à Nisa qui aurait monté à 16 mètres. Et puis au palais de Bishapur, on a ici, du moins dans la restitution de Girschman, une coupole qui serait montée à 25 mètres. Bien. Si on s'oriente vers cette ligne, ce qu'on pourrait dire, c'est que on est dans si on est vers une salle de réception royale, une salle du trône, une salle d'audience, ce qui frappe ici, c'est que le spectaculaire est renfermé, il est à l'intérieur. À l'extérieur, c'est juste un mur aveugle. C'est pas le cas pour tous les autres bâtiments où on voit qu'il y a eu un effort pour animer la façade donnant sur la grande place, pour attirer l'œil du visiteur. Ici, on l'a vu, ce sont ces orthostates en pierre, peintes en rouge, très, très élégantes. Ici, ce bâtiment qu'on va voir la prochaine fois, le bâtiment tour, c'est un grand portique ouvert. Ici, c'est une façade très animée avec des indentations que j'ai eu l'occasion de montrer. Oui, enfin, voilà. Il y a toujours eu un effort pour animer la façade. Là, il n'y a rien. C'est une entrée on entre et on a le souffle coupé à l'intérieur. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, disons, une salle d'audience, mais d'un caractère différent des autres, c'est-à-dire une salle destinée à des audiences plus sélectives. Les autres grandes salles pouvant être destinées à des audiences plus publiques, et ici, des audiences où, disons, il y a peut-être une intimité plus grande avec la personne du souverain. Si je dis cela, c'est que ce n'est pas sans précédent dans le monde iranien. C'est une question qu'on s'est posée à Iranum, dont on sera amené à parler bientôt, où là, on est amené, plusieurs bâtiments peuvent être considérés comme des salles d'audience. Cette grande salle hypostyle ici, la grande salle à l'arrière, au centre de ces blocs résidentiels, etc. Ça nous avait beaucoup frappé à l'époque de la fouille d'Aïranoum, quand nous allions visiter les palais moghols en Inde, cette hiérarchie des salles d'audience avec ce qu'on appelait en persan le diwan-i-am et le diwan-i-khas. C'est-à-dire que chaque souverain, les souverains successifs, avaient en fait plusieurs salles d'audience
dont il se servait selon les circonstances. Il y en avait une pour des manifestations plus publiques, plus ouvertes, et il y en avait pour des hôtes d'un niveau supérieur. Et bon, je suis amené, en réfléchissant au fur et à mesure que je relis cette documentation sur Nisa, je suis amené à me demander si on n'aurait pas quelque chose de ce style. C'est-à-dire, voilà, à l'intérieur d'un même complexe cérémonial, des salles d'audience destinées à un public différent ou à des circonstances différentes. C'est pas le fin mot de l'histoire. Il sera quand même très important avec Invernizzi de savoir ce qu'on peut vraiment dire sur l'aspect architectural de cette salle, parce que ça peut beaucoup influer l'interprétation. Donc, la prochaine fois, nous continuerons notre visite guidée des monuments centraux de Nisa, avec donc la salle carrée, le bâtiment tour, la nécropole, car je pense qu'elle a en fait été identifiée. Et je vais, bon voilà, on va faire une petite pause avant de passer à la partie séminaire, où je vais concentrer l'attention sur un bâtiment qui est donc en dehors de cet ensemble de salles, de ce grand ensemble structuré du centre de la ville, un bâtiment qui est à part et qui pose de très grands problèmes d'interprétation, la maison carrée. On a peut-être le temps pour quelques questions, s'il y a des interventions ou des questions.